En quoi? Et pourquoi? Et sur quel plan? Le ministre des Finances doit être accusé sur un projet où il a déjà décaissé. Je vous rappelle ici que le procès 100 jours avec Caméré, c'était seulement sur 57 millions. Tout à fait. Mais là, nous sommes à 80 millions. C'est un peu plus grave que le projet des 100 jours. Pour exécuter le projet, c'est-à-dire le ministre du Développement rural, c'est lui la personne indiquée, Monsieur Isaac, c'est le ministre et toute son équipe, ministre du Développement rural, qui doit vous donner la géolocalisation de tout ce forage. Ce n'est pas le ministre. Pourquoi vous accusez monsieur le ministre des Finances? Il renégocie. Il trouve à plus de 350 000. Quoi? Le projet de forage et de traitement d'eau. Parce que ce n'est pas le puits que vous avez derrière votre maison. Comment ça? Un puits privé. J'avais demandé le preuve. Aujourd'hui, la justice recherche le preuve. Jusque-là. La CENI n'a pas présenté le preuve. Et tout cela qui criait à longueur de journée, et certains Congolais, dans le cadre de la population, et d'autres politiques, n'ont pas jusqu'à-là apporté le preuve. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Après l'éclatement du Grand Katanga, le Haut-Katanga est devenu une province à part entière avec une superficie de 132 425 km², une population estimée à 4 617 000 habitants depuis 2015. Mais comment gérer cette province? Quel leadership à la tête de cette province? Nous en parlons avec un analyste politique, mais aussi communicateur au sein de l'Union Sacrée. Il s'agit bien de M. José Kaniki, que je m'en vais déjà saluer. Monsieur José, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur Isaac Mutombo, c'est toujours un réel plaisir pour moi de venir, au fait, répondre à l'invitation. Vous n'avez pas dit devant les Quinois, ni devant les Kassayens, ni encore devant, je ne sais pas, la province orientale ou les Katanga, mais vous avez dit devant le Congolais. C'est-à-dire, c'est toujours un réel plaisir pour moi de venir répondre à l'invitation de Congolais. S'il faut vous poser directement la question de savoir, la République démocratique du Congo, sous les pouvoirs que vous soutenez aujourd'hui, avance, recule ou stagne? Vous savez, José Kaniki est tout simplement au cadre de l'Union Sacrée, famille politique du chef de l'État. J'ai soutenu mon chef de l'État, de la RDC, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis près de 5 ans maintenant. Et par rapport à votre question, je dis clairement que l'Union Sacrée ne stagne pas, le président ne stagne pas, parce que nous venons d'une élection où le président de la République a été réélu à 72%. Cela veut dire que les Congolais ont trouvé en lui la personne aux épaules larges pour consolider les acquis du premier mandat. C'est-à-dire que ma famille politique, le président de la République et bien sûr toutes les institutions ne stagnent pas. Moi, je ne dirai jamais, avec rationalité et bon sens, que tout est parfait, qu'il n'y a pas de failles. Mais vous pouvez me dire aussi, à travers le monde, quelle est la gestion qui a été faite à travers le monde sans faille. Mais l'essentiel ici, c'est que les Congolais ont trouvé en Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la personne, le président idéal pour pouvoir conduire encore 5 ans de son existence. Le président idéal pour avoir fait quoi pour les Congolais? Parce que jusque-là, les Congolais continuent à croupir de faim, croupir d'insécurité. Lorsque vous observez un peu votre gestion, vous vous dites qu'il a excellé en quoi? Le président de la République, premièrement, a trouvé un budget à 5 milliards depuis 60 ans, vous imaginez, avec toutes les richesses, les potentialités, comment on dit ça, scandale géologique. Géologique, tout ce que vous voulez. Mais vous pouvez vous poser la question, pourquoi toutes ces années, nous en sommes arrivés juste à 5 milliards de budget.
Et pourquoi en 4 ans ou 5 ans, les budgets a triplé à 16 milliards aujourd'hui? Donc, c'est déjà un exploit. Maintenant, lorsque nous pouvons vous parler de la gratuité de l'enseignement avec plus de 6 millions d'enfants pris en charge par l'État, vous savez ce que les parents économisent? Par 300 $ pour un enfant, je prends la moyenne. Lorsque vous avez 3 enfants, ça vous fait à peu près 1000 $. Donc aujourd'hui, les parents peuvent économiser. Donc il y a du social, mais il y a aussi l'éducation et l'instruction, bien sûr. Mais aussi, à part cela, il y a la prise en charge des enseignants. Plusieurs enseignants sont mécanisés, plusieurs fonctionnaires sont mécanisés. Aujourd'hui, les ZTD, n'est-ce pas, les entités décentralisées de notre pays, ils étaient depuis la nuit des temps à l'abandon. Mais aujourd'hui, le PDL 145 territoires est venu redonner du sourire avec la construction de plusieurs bâtiments administratifs, avec, n'est-ce pas, les écoles qui sont construites, les routes réhabilitées construites, mais aussi les centres, n'est-ce pas, hospitaliers qui sont construits. Vous comprenez que juste en prenant cela, la diplomatie, n'oublions pas, en prenant juste ces aspects de choses par rapport à la nation, vous comprenez que la République démocratique du Congo a fait un bond, mais aussi la bonne gouvernance, sans toutefois dire que tout a été parfait, parce qu'il faudrait toujours arriver à perfectionner ce que l'on fait. Mais il y a aussi des faiblesses quelque part, parce que ça ne sera pas une gestion parfaite, comme vous l'avez bien dit. Mais quelle a été la faiblesse de l'homme, le côté le plus faible du pouvoir de Félix Tshisekedi? Vous savez, j'ai toujours été rationnel et j'ai toujours fait preuve de bon sens. Et le chef de l'État, je suis sûr qu'il admire les personnes vraies. De la même manière que lui, c'est un homme vrai. Quand les choses ne vont pas, il les dit clairement. D'autres peut-être les critiquent par rapport à ça, mais c'est une qualité. Très cher monsieur le journaliste, c'est-à-dire, je vous dis tout simplement par votre question, il y a ce problème de l'inflation. Les Congolais ont perdu le pouvoir d'achat. Et ça pèse sur les ménages. Ça, c'est sur l'économie. Oui, tout à fait. Au niveau de l'économie, je dis clairement que c'est vrai que l'inflation est mondiale. En Turquie, c'est 12%. Au Sénégal, une affaire de 7%. Chez nous, ici, ça arrivé à 19%, l'inflation. Mais il y a des pays comme le Venezuela, comme l'Argentine, comme plusieurs pays même européens, où l'inflation est pire que chez nous. Mais seulement, les Congolais n'attendent pas les explications. Donc, il y a ces problèmes de perte de pouvoir d'achat. Mais il y a aussi cet objectif de 0 mort au niveau de la sécurité de notre pays. Parce que le chef de l'État recherche la sécurité totale pour notre pays. Et cela nous amène à un objectif de 0 mort. Du moment que c'est définitif. Effectivement, du moment que nous n'en sommes pas encore arrivés là, donc nous ne pouvons pas dire que c'est un échec. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement, les institutions de la République, et plus particulièrement le président de la République, n'a pas fourni des efforts. Parce qu'en dotant notre armée, en capacitant notre armée, en recrutant plus de 50 000 hommes aujourd'hui dans notre armée, en mettant un budget de 1,5 milliard comme budget de l'armée, alors qu'à l'époque, pendant 60 ans, ce n'était que 300 millions, 250 millions. Donc vous comprenez que les efforts sont fournis, mais vous savez, lorsque un pays comme le Rwanda, avec son président qui est tout simplement Kagame, vient nous agresser, nous devons tout simplement travailler et la diplomatie, mais aussi montrer nos muscles, c'est-à-dire à travers notre armée. Très bien, nous allons maintenant parler de la gestion de nos provinces, en commençant par cette province du Haut-Katanga. Je viens ici de donner la population et même la superficie de cette province. Lorsque vous regardez comment est-ce que cette province a été gérée sous Félix Tshisekedi, vous connaissez le gérant de cette province ou encore le gouverneur qui est à la tête de cette province, vous vous dites... La gestion était orthodoxe, la gestion était entre les mains d'un technocrate où nous avons tout simplement raté la gestion pendant ces 5 ans de Félix Tshisekedi. Vous savez, celui qui dirige actuellement, n'est-ce pas, la province du Haut-Katanga, une de nos grandes provinces, une province, n'est-ce pas, a beaucoup de capacités, avec un sous-sol riche qui donne à la République beaucoup de moyens, ça il faudrait quand même le reconnaître. Une grande contribution exactement. Budget je pense qu'il y a à boire et à manger. Mais je pense et je crois fermement que celui qui
doit venir, doit faire mieux que celui qui est là. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs agents au niveau de la fonction publique du Haut-Katanga qui sont impayés. Ça pèse sur les ménages, n'est-ce pas, de nos populations au niveau du Haut-Katanga. Mais au-delà de ça, par rapport, n'est-ce pas, à ces difficultés, à ces problèmes communautaires que nous connaissons dans le Haut-Katanga, je pense qu'il faudrait un nouveau leadership pour y mettre fin. Vous connaissez tout ce qui se passe au niveau du Haut-Katanga par rapport, n'est-ce pas, aux guéguerres communautaires et ainsi de suite. Il faudrait une personne qui a les épaules, une personne qui est capable tout simplement de pouvoir ramener toutes les communautés. Parce que ici, ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise. Est-ce que ce n'est pas un problème, le problème d'une bonne politique au lieu de parler d'un problème de leadership? C'est comme si vous nous envoyez à dire, vous nous poussez à dire qu'il y a un problème d'homme dans le Haut-Katanga. Oui, parce que je vous l'ai dit clairement, monsieur, pour ne pas les citer, monsieur, comment on l'appelle encore, monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, et aujourd'hui, une pilule amère qui ne peut pas passer, que la population haut-katangaise a du mal à avaler. Elle ne peut pas digérer, n'est-ce pas, et revivre ce qu'elle a eu à connaître par rapport à sa gouvernance. Il y a eu beaucoup de failles, certes, il y a toujours des points positifs dans une gestion. Ça, je dois les reconnaître. Je ne suis pas là pour taper et taper. Mais je vais ramener les choses dans son contexte. Je pense que le bilan, tout simplement, il n'a pas atteint la hauteur que le Haut-Katangais et Haut-Katangaise attendent d'un gouverneur plutôt. D'un gouverneur, pendant que l'Union Sacrée porte Jacques Aboula Katoué. J'ai suivi l'actuel secrétaire général de l'IDPS qui porte la candidature de Jacques Aboula Katoué. On peut aujourd'hui dire que l'Union Sacrée amène à la population un candidat qui n'a pas été à la hauteur de gérer cette province. Nous sommes en démocratie. Nous sommes battus pour la démocratie. Les ambitions sont légitimes. Vous pouvez choisir votre candidat, mais les Haut-Katangaises et les députés provinciaux du Haut-Katanga ont le droit de choisir la personne qu'ils trouvent, les candidats qu'ils trouvent, n'est-ce pas, capables, compétents de pouvoir conduire leur destinée pendant ces 5 ans au niveau du gouvernorat du Haut-Katanga. Et pour le Haut-Katanga, en tout cas, actuellement, il y a une personne, il y a un candidat, celui-là que moi j'appelle tout simplement les candidats gouverneurs qui a le profil idéal pour gouverner les Haut-Katanga. C'est l'as, au fait. Où est-ce que vous l'avez trouvé? C'est tout simplement la personne, c'est l'as de la politique haut-katangaise. C'est tout simplement Maître Justin Kiela Ngoyi. Plusieurs fois, n'est-ce pas, ministre provincial, ministre de la Santé, ministre des Mines, ministre pour le gouverneur, n'est-ce pas, à l'époque, sous l'ère, bien sûr, du regretté, comment on l'appelait encore, monsieur le gouverneur Kazembe, si je ne m'abuse. Et Kazembe, voilà. Cette personne-là, qui a démontré de quoi elle a été capable, la personne, donc, monsieur le maître, tout simplement, Justin Kiela Ngoyi, il a démontré à son époque, où il avait les charges de l'État, les compétences requises pour diriger non seulement à l'époque, mais encore aujourd'hui, le gouvernorat du Haut-Katanga. Qu'a-t-il réellement fait? Parce que souvent, les politiques, vous nous amenez les gens peut-être qui n'ont pas un bilan élogieux, qui n'ont pas donné de bons fruits là où ils ont dirigé pour qu'ils viennent encore prendre de grandes responsabilités. Vous savez, c'est d'abord il était déjà au ministère de Mines. Tout à fait. C'est déjà un politique avéré. C'est en même temps un technocrate. Parce qu'il ne suffit pas d'être politique, il faut être aussi un bon technocrate, connaître les terrains, avoir la jugeote, être capable de bien déterminer ce que vous voulez faire pour les Haut-Katangais. Et il y a son programme, disons, la relance, n'est-ce pas, et la stabilité de l'économie. Pourquoi? Pour une politique efficace, véritable, qui pourra, n'est-ce pas,
amener à court terme, parce que là, il faudrait le dire, à court terme, n'est-ce pas, éliminer l'insécurité alimentaire, parce que vous vous rappelez de cette histoire des maïs. Vous vous rappelez cette crise, n'est-ce pas, des maïs et ainsi de suite. Le ministre d'aller en Zambie. Ah, vous comprenez. Exactement. Il y a aussi, il faudrait combattre l'insalubrité. Donc, actuellement, le Haut-Katanga a un problème, c'est vrai. Surtout à Lubumbashi, qui est la deuxième ville. Hein, exactement, la plus grande ville d'ailleurs, le chef-lieu. Donc, quand déjà Lubumbashi est en difficulté par rapport à la salubrité, il faudrait un nouveau leadership. Mais surtout, je l'avais déjà un peu épinglé, éviter, être capable de réconcilier les communautés. Toutes ces guéguerres, toutes ces paroles en l'air qui ne font pas à ce que les communautés vivent ensemble, parce que le Haut-Katanga appartient à tous les Congolais et tous les Congolais sont libres de vivre là où ils veulent. Bien sûr, en synergie, en symbiose avec toute la population haut-katangaise. Donc, de ce côté-là, c'est déjà une bonne chose. Il faudrait, au fait, très cher Isaac, une personne capable de relever les défis. Ok. Katanga est une province riche. Vous n'avez qu'à comparer un peu ce qu'est devenu aujourd'hui les lois là-bas avec le Haut-Katanga. Logiquement, c'est le Haut-Katanga par rapport à ce qui fut le chef-lieu du Grand Katanga, c'est elle qui devait être plus développée. Très bien. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est le contraire? Donc vous comprenez que les personnes qui ont eu à gérer le Haut-Katanga ont eu des déficits. Voilà pourquoi il faut une personne capable, n'est-ce pas, de relever les défis. Vous avez là cité plusieurs défis à relever, mais quels sont les défis prioritaires lorsque vous parlez ici de Maître Justin dans son programme? Je ne pense pas que vous soutenez Justin par son nom ou par ses qualificatifs et autres. Je sais que vous devez déjà connaître ce qu'est son programme pour le Haut-Katanga. Quelle sera ou quelles sont les priorités de M. Justin, du Maître Justin, pour la gestion de 5 ans qu'on veut lui accorder? C'est d'abord, premièrement, la bonne gouvernance. La bonne chose, n'est-ce pas, de la caisse de l'État. Parce que gestion des finances. La gestion des finances. Parce que lorsque vous avez une bonne gouvernance, lorsque vous avez une bonne gestion, cela va se répercuter dans tous les secteurs de la population, dans tous les secteurs, n'est-ce pas, de la province. Parce que la bonne gestion, la bonne gouvernance amène à ce qu'il y ait des moyens pour construire et bien sûr réhabiliter les routes, n'est-ce pas, d'utilité publique. Lorsque vous avez la bonne gestion, cela permet déjà de pouvoir prendre en charge convenablement, par exemple, les médecins. Parce que je rappelle ici qu'il fut ministre de la Santé à l'époque. Et lors, n'est-ce pas, de sa gestion au niveau du ministère de la Santé provincial, les médecins ont eu à bénéficier une grande formation au niveau de l'Inde. C'est-à-dire, il a ces soucis-là. Mais au-delà de ça, lorsque vous avez une bonne gestion, eh bien, vous êtes capable de construire de bonnes écoles. Lorsque vous avez une bonne gestion, cela permet à ce que les Congolais, les Haut-Katangaises et Haut-Katangaises auront la possibilité, n'est-ce pas, qu'ils voient leur assiette être garnie. Parce que la bonne gestion, en fait, ce qui met la RDC en difficulté, de manière générale, c'est plutôt la gestion de la République. La gestion quotidienne de la République. Voilà pourquoi il faut une personne qui a déjà les capacités. Cette personne-là qui a eu à faire déjà ce preuve. Je vous ai donné quelques exemples. Il a eu aussi à travailler au niveau de la CEEC. C'est un organe, un service, n'est-ce pas, qui a un service technique, disons, des mines. Mais lorsqu'il a travaillé, aujourd'hui, si
la CEEC n'est plus un SDF sans domicile fixe, c'est parce que tout simplement, sous sa gestion, on a eu à construire un laboratoire moderne de traitement, n'est-ce pas, des minéraux, qui a été déjà... Au Katanga. Exactement. Qui a été tout simplement inauguré. Ça, c'est dans les lois là-bas. Mais j'ai dit ici qu'il a eu à gérer la CEEC. Vous comprenez déjà que dans ce secteur-là, c'est encore une qualité, c'est encore une compétence. Monsieur Isaac Mutombo, il faudrait quand même qu'on se le dise. Il faudrait mettre un terme aujourd'hui à ce que vivent les Haut-Katangais. Très bien. Il faudrait un nouveau souffle, du sang neuf. Parce qu'on ne peut pas refaire toujours avec les mêmes personnes. Très bien. Aujourd'hui, il faudrait des nouvelles têtes avec un sang neuf, avec des personnes capables, des bonnes idées pour pouvoir, n'est-ce pas, mener à bien, bien sûr, la politique du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Très bien, donc, monsieur Justin qui est là, Ngoï, est tout simplement celui-là qui est la carte qui gagne et celui-là qui devra faire des miracles pour le Haut-Katanga. Très bien, vous parlez de miracles, vous parlez des élections dans le Haut-Katanga. Ici, vous soulignez que vous soutenez le candidat gouverneur, maître Justin Kela Ngoï. Tout à fait. Mais dans mes enquêtes, je suis tombé sur un slogan que j'ai trouvé sur ses affiches de campagne où il dit « Technocrate, il l'est. Le patriotisme outré, il l'incarne. » Que veut-il réellement dire ou communiquer au Katangais? Patriotique. Le patriotisme outré, il l'incarne. Qu'est-ce qu'il veut communiquer par là? Il veut communiquer tout simplement aux Haut-Katangais qu'ils trouveront leurs intérêts en lui. Okay. Et lorsque l'on parle du Haut-Katanga, on voit toutes les communautés. On voit les habitants, les populations, sans distinction aucune du Haut-Katanga. Parce que là, il sera élu. Moi, je l'ai dit déjà, je le proclame ainsi, par les 48. C'est par la foi que vous le faites. Députés. C'est par la foi. Vous savez, un homme politique doit non seulement être compétent, il doit être visionnaire, mais il doit aussi avoir la foi de ce qu'il est en train de faire. Et moi, je crois fermement que les 48 députés, et plutôt les 48 députés provinciaux du Haut-Katanga, vont l'élire à majorité. Pourquoi? Parce qu'il est fils du Haut-Katanga. Il connaît les besoins du Haut-Katanga. Il connaît les failles de ceux-là qui l'ont précédé. Donc, il a un programme qui devra mettre en exergue, bien sûr, sous la vision et le leadership du chef de l'État, ces programmes qui vont mettre le Haut-Katanga de manière générale sous un nouveau orbite. C'est-à-dire faire les choses autrement. C'est ce qu'il veut communiquer. Et je pense que le Haut-Katanga, tout simplement, l'a déjà compris. Surtout les grands électeurs, c'est-à-dire les députés provinciaux du Haut-Katanga, vont lui faire confiance. Très bien, vous savez quand même que ça ne concerne pas directement la population, ça concerne les grands électeurs. Est-ce que vous pensez réellement que M. Justin pourra faire face à celui qui est en place jusque-là, M. Jacques Kaboula-Katoué? Parce que là, aujourd'hui, on nous parle déjà de la corruption, on nous parle de l'argent qui circule. Est-ce qu'on pourra facilement faire confiance à cette compétence et abandonner celui qui est gouverneur actuellement? Vous savez... Et il y a aussi des pesanteurs politiques, hein? Vous savez, Kabouya qui proclame déjà son candidat. Il en a le droit, le secrétaire général de l'UDPS. Il en a le droit, nous sommes en démocratie.
Mais je pense que les députés provinciaux, ce sont des personnes que l'on doit respecter. Ok. Ils connaissent aussi les difficultés du Haut-Katanga. Ils ont été avec un gouverneur pendant, je ne sais pas, 10 ans ou 7 ans si vous voulez. Aujourd'hui, ils ont besoin d'une personne qui pourra refaire les choses ou changer les choses. Voilà pourquoi j'en appelle à leur conscience, à leur sens patriotique. Il y a de l'argent qui va circuler, disons. Il y a des personnes malveillantes qui chercheront à entrer en contact à gauche et à droite. Vous connaissez certains Congolais, vous savez, ils pourront toujours céder à la tentation. Mais ici, nous avons besoin de la majorité. Parce que dans une structure, dans toute corporation, dans tous les secteurs de la vie, il y a le bon, mais il y a aussi le faux. Ici, l'essentiel, c'est quoi? C'est que le bon soit, n'est-ce pas, majoritaire, et prenne les dessus sur les mauvais fruits. Les mauvais fruits, c'est qui? C'est ceux-là qui seront corrompus ou qui céderont à la corruption. Qui pourront trahir la population. Parce qu'ici, il faudrait signaler, vous êtes fait grand électeur, c'est-à-dire député provincial, par la population haut-katangaise. Donc, vous êtes leur représentant. Et lorsqu'on vous confie ces mandats, c'est pour que vous puissiez tout simplement prendre les bonnes décisions. Et la bonne décision pour les députés provinciaux, c'est tout simplement élire comme gouverneur Maître Justin qui est là, Ngoï, pour un avenir radieux de la population du Haut-Katanga. Alors, j'aimerais bien qu'on vous présente la photo de Maître Justin. La régie va nous aider. Régie, la photo de Maître Justin Kiala Ngoï. Voilà, vous allez regarder ces messieurs droit dans les yeux. Si on vous posait la question de savoir, ou encore on vous demandait de coller 2 qualificatifs à cet homme politique, je dirais tout simplement le travail et l'abnégation. Le travail et l'abnégation. Parce que l'abnégation vous demande à faire des choses sans attendre quelque chose en retour. Vous le faites d'abord pour les autres. L'altruisme, c'est ça. Et ça, c'est tout simplement Monsieur Maître Justin qui est là. Très bien, nous parlons maintenant de Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, la ville miroir qui sera bientôt dirigée par le gouverneur que les députés provinciaux vont bientôt élire. Mais vous aviez suivi ce qui s'est passé le samedi dernier. Les députés provinciaux ont élu un président de l'Assemblée provinciale très contesté actuellement. Votre avis d'abord par rapport à la manière dont les élections se sont déroulées? Moi, je pense que ça n'a pas été parfait. Ok. Mais il y a eu élection. Tous les 3 candidats au niveau ont compétit. Personne n'a retiré sa candidature. Ça dit, ils ont accepté les jeux. Maintenant, ce qui m'a plus déçu, c'est la machine ACP. La machine ACP. La machine politique ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. Parce que M. Mbokosso, président du bureau d'âge de son État, et de l'ACP, mais il a obtenu 0 voix sur 43 votants. Vous voyez un président du bureau d'âge, imaginez un peu que M. Mbosso, sur 500 députés, obtiennent 0 voix. C'est-à-dire que ce n'a pas été un bon candidat. Un candidat à un profil qui pouvait mettre d'accord le député. Maintenant, de l'autre côté, il y a Jésus Noël Cheke, qui a été élu comme député ACP. Vous comprenez déjà qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Avec 20 voix. Aujourd'hui, M. Jésus Noël Cheke a obtenu 20 voix comme indépendant. C'est-à-dire, c'est clairement établi au regard des résultats
que c'était un bon candidat. Et pourquoi l'ACP ne l'a pas soutenu? Et j'aimerais rappeler ici que celui qui a été élu, comment on l'appelle encore, M. Lévi Mbouta, si Monsieur Lévi Mbouta a été élu à 23 voix. 3 voix des différences. J'aimerais signaler et marteler avec ici. Avec quelques députés de l'ACP absents de la salle. Vous avez compris. 5 députés n'ont pas eu droit au vote parce que tout simplement, je mets les guillemets, ils sont arrivés en retard. Quelle irresponsabilité, permettez-moi de le dire ainsi. Pour un parti qui s'est implanté, un parti qui a obtenu 9 députés aujourd'hui, on parle des 10 députés provinciaux. Deuxième force politique. Comment ne pas dealer, parce que nous sommes là en politique, soutenir l'UDPS qui est la première force. Et c'est Mosaïque, bien sûr, première force pour au niveau. Pour certains postes. Et en retour, négocier sagement et intelligemment pour gagner la PK. Et ça aurait fait un ticket. Et les bons tickets ici, au regard du résultat pour la PK, c'est Jésus Noël Cheke. C'était Jésus Noël Cheke. Et il a prouvé. Imaginez que les 5 députés avaient voté. Ils allaient certainement voter M. Jésus Noël Cheke. Et ça aurait fait 25 contre 23. Je ne peux comprendre. Avec les bilans positifs, je l'ai toujours dit, de M. Jean-Tini Ngobila Mbaka. J'étais en avant-plan. Pour défendre ses bilans. Pour défendre ses bilans. Sans jamais dire qu'il a été parfait, les bilans. Sans jamais dire qu'il n'y a pas eu de failles. Il y a eu des failles. Mais je pose toujours cette question. Quel est le gouverneur? Que les téléspectateurs me répondent. Quel est ce gouverneur depuis la dernière décennie? Les dernières décennies, allais-je dire, qui a fait mieux que Jean-Tini Ngobila Mbaka? Kimbouta? Qui? Alors, je pense que si la machine politique ACP avait bien travaillé, l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'organe délibérant, était à la portée de l'ACP à travers Jésus Noël Cheke Ouadomene. Vous voulez dire aux Congolais que l'appareil politique de Jean-Tini Ngobila a péché sur le plan des négociations? Il faudrait avoir le courage de le dire. Il faudrait qu'on se regarde en face au niveau de l'ACP. Le bureau politique a échoué. Monsieur Isaac Mutombo, je vous regarde en face et je regarde la caméra. J'ai dit que le bureau politique n'a pas bien travaillé. Je ne peux pas comprendre que celui qui est indépendant puisse avoir 20 voix et les candidats du parti, j'ajoute officiel, l'ACP, obtiennent 0. En lingala, on a dit ça, Libungu Toulou. Monsieur Mbokoso. Et vous allez voir. Est-ce que ce n'est pas une sanction de la population ou encore du peuple face au bilan chaotique de Mbokoso au niveau du ministère provincial du transport? Mais tout à fait. Aussi, ce n'est pas que, mais aussi, parce que le transport a été un casse-tête pour les Quinois et Quinoises, il faudrait les reconnaître. Alors, lorsque vous amenez au niveau de la candidature de l'APK, l'organe de gestion, de contrôle, l'organe qui produit des édits, cette personne-là qui a dérangé les Quinois, qui a échoué dans l'exécutif. Exactement, allais-je dire. Eh bien, il a été incapable de convaincre les députés provinciaux. Ça, il faudrait les reconnaître. Papa, Libungu Toulou. Mais est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de voir ces résultats rejetés? Parce que là, on souligne qu'il y a même des députés provinciaux qui ont été invalidés, mais qui ont voté. Et qui ont été aussi votés, qui font partie de ces bureaux définitifs. Je ne veux pas aller dans le juridisme. Ok. Je ne vais pas faire du juridisme.
il y a de la réelle politique, il y a aussi le juridisme. Vous savez, lorsqu'on a eu à annuler ou invalider les résultats de monsieur le gouverneur Jean-Tini Gobila Mbaka. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. J'avais demandé le preuve. Aujourd'hui, la justice recherche le preuve. Jusque-là. La CENI n'a pas présenté le preuve. Et tout cela qui criait à longueur de journée, et certains Congolais, dans le cadre de la population, et d'autres politiques, n'ont pas jusqu'à-là apporté le preuve. Donc, c'est possible. La justice est faite pour traiter chaque cas. Donc, l'ACP ou celui-là, les partis, les regroupements politiques qui se sentent lésés, la personne qui se sent lésée a le droit d'ester en justice. Il faudrait maintenant prouver que les élections se sont passées de manière irrégulière. Parce que, attention, celui-là que l'on accuse de voter alors qu'il n'en avait pas le droit parce qu'il est invalidé, mais il a introduit un recours. Or, à mon humble avis, à moins qu'on me dise le contraire, les recours suspendent tout. Donc, il avait encore le droit de voter et de se faire voter. Mais oui, parce qu'il a introduit un recours. Très bien. Réal, donnez-moi la photo de monsieur le candidat Jésus Noël Cheke. Voilà. Regardez l'homme. Des qualificatifs pour Jésus Noël. Un courageux. Un courageux. Oui. Très bien. Parce que là, je mérite juste de placer un mot. Il s'est battu contre la machine politique UDPS et ses mosaïques. Oh là là. Il s'est battu contre la machine ACP. Jusqu'à arriver à rafler 20 voix. 20 voix. Très bien. Donc, c'est un courageux. Et des deux. Deuxième qualificatif. Un bosseur. Pour ne pas dire un travailleur. Le travail. Le travail. Lorsque il se met à faire quelque chose, il réussit. Pour preuve, organisation de la vérité du pape, organisation de la francophonie, organisation de la sortie officielle de l'Union sacrée, prestation des serments du chef de l'État. Il a conçu la DGPEC et il a démissionné. Donc il a les épaules. Donc vous comprenez que la suite de sa carrière politique est tout simplement radieux. Parce qu'il sait aussi négocier. Parce qu'en politique, si vous n'avez pas l'art de la négociation, vous êtes perdu. Très bien, ça c'était Jésus Noël Cheke. Jésus Noël Cheke qui n'est pas encore tombé. On vous signale que peut-être la décision sera attaquée au niveau de la justice parce qu'il y a jusque-là quelques couacs. Peut-être qu'on pourra revenir sur ces élections, mais nous allons vous informer au fur et à mesure que la situation pourra évoluer. Alors, nous parlons maintenant de la gestion des finances au niveau national. Vous avez suivi ce qui s'est dit, ce qui se passe sur les dossiers lampadaires, sur les dossiers forage. On peut se dire aujourd'hui que la corruption, les détournements, la surfacturation se portent bien sous le pouvoir de Félix Tshisekedi. Non, la corruption se porte très mal sous le pouvoir du chef de l'État. La corruption souffre, elle existe encore, mais elle souffre. Pourquoi elle souffre? Parce qu'à l'époque, messieurs les journalistes, on n'en parlait pas. 18 ans, 20 ans de l'ancien régime, à l'époque même sous Mobutu, on ne parlait pas de la corruption. Donc, c'est-à-dire, tout était permis. Qui pouvait parler de la corruption hier? Mais aujourd'hui, sous sous ces régimes, avec le président de la République, il y a l'IGF qui fait un travail. Il y a les Sénaref. L'IGF qui fait un travail, mais qui se jette dans des dénonciations qui n'est pas peut-être repris parmi les missions de l'IGF.
au lieu de bloquer cette hémorragie, d'empêcher cette hémorragie? Moi, je pense que l'IGF fait sa part. Il y a les CNRF, il y a la Cour des comptes. Okay. Cela prouve déjà qu'il y a une lutte, plutôt, un combat contre la corruption. Et ça, c'est le chef de l'État qui en est tout simplement celui-là qui impulse. Mais au-delà de ça, parlons de cette histoire, de toutes ces histoires qui font l'actualité aujourd'hui. C'est tout simplement avec M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances de son État. Procédure d'urgence. J'aimerais déjà rappeler ici clairement qu'il n'y a aucun texte qui refute, n'est-ce pas, la procédure d'urgence. Ça dépend de l'urgence en question. Exactement. Maintenant, qui juge de l'urgence? C'est le gouvernement, c'est le ministre des Finances, c'est toute la machine institutionnelle. Parce que rien ne s'est fait sans la machine institutionnelle, comprenez ce que je veux dire. Maintenant, la procédure d'urgence au dernier trimestre, n'est-ce pas, de 2023, rapport bien établi, nous en sommes tout simplement à 11%. C'est-à-dire que sur les 100% des dépenses publiques de l'État, ce n'est que 11%. Donc, 89%, ça suit la procédure, entre guillemets, normale. Mais la question des Congolais est à quel niveau? Les Congolais se posent la question de savoir pourquoi faire passer ces projets ou ces financements par une procédure d'urgence pendant que ça pouvait suivre la voie normale, passer par le budget, finance, passer par tous les contrôles. Est-ce qu'il n'y avait pas une mauvaise idée derrière cela? Non, je ne pense pas. Vous savez, tout se traite lors de, comment on appelle ça, le Conseil des ministres. Et chaque ministre a la parole. Il expose. Et après, qu'est-ce que l'on fait? On adopte. Vous comprenez? Vous faites un rapport des besoins, des exigences étatiques et le Conseil des ministres adopte. Ça, c'est de 1. Et de 2, qu'on se le dise, lorsque le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, décaisse par rapport à un projet, vous pensez que servir de l'eau potable aux Congolais de manière générale, ce n'est pas une urgence? C'est une urgence. Mais à quel prix? À quel prix? Nicolas Kazadi n'a pas vu cette surfacturation pour accorder l'argent de la République. Nous rappelons ici que Nicolas Kazadi, c'est celui qui doit protéger les finances publiques. Les détournements ne se déclarent pas, très cher Isaac Mutombo. Les détournements s'éprouvent. Et, M. Nicolas Kazadi, quand il arrive au ministère des Finances, il trouve le dossier sur sa table avec l'ancien, le projet d'ailleurs, le projet sur sa table, déjà bien établi par qui? Par le ministre des Finances de l'époque, c'est Léa Lagouli. Mais non financé, les finances non débloquées. Mais c'est ça. Mais c'est lui qui vient débloquer. Mais le projet... Il y a Lagouli, pas d'accord avec le... Mais pas du tout signé. Signé un peu comme le contrat chinois. Ça a été signé, mais aujourd'hui on a revu. Aujourd'hui nous en sommes à 7 milliards. À l'époque c'était 3 milliards. Alors qu'est-ce qu'il fait, monsieur le ministre Nicolas Kazadi? Il renégocie. Il trouve à plus de 350 000. Quoi? Le projet de forage et de traitement d'eau. Parce que ce n'est pas le puits que vous avez derrière votre maison. Comment ça? Un puits privé. Forage, il faut forer. Il faut forer. Voilà, c'est ça le problème. Nous restons là dans notre, entre guillemets, petitesse d'esprit. Nous restons sur le forage. Mais attention, ça c'est de l'eau que l'on doit donner, que l'on doit desservir à des populations, des millions de Congolais. C'est toute une localité. Exactement. Donc ça doit se traiter. Jusqu'à coûter plus de 290 000. C'est ce que je disais là. C'est ce que je disais. Lorsqu'il il trouve ces projets à plus de 350 000. Une affaire de 390 000 comme ça. Lui négocie, il renégocie, il rabat. Ce coûte à plus ou moins 290 000.
Et il fait bénéficier à la République 34% par projet, disons, par puits. La République démocratique du Congo, au lieu d'avoir 1000 puits ou bien 1000 fourrages avec usine de traitement d'eau, là, grâce à sa négociation, on en est arrivé à près de 1300. Et aujourd'hui, nous en avons déjà 145. Les Congolais se posent la question où se trouvent ces puits. On nous parle de 145. Dans quelle localité? C'est vrai, on a déjà décaissé 80 millions de Congolais. Je vous rappelle ici que le procès 100 jours avec Kamere, c'était seulement sur 57 millions. Tout à fait. Mais là, nous sommes à 80 millions. C'est un peu plus grave que le projet de 100 jours. Merci beaucoup. Très bonne question. Messieurs les journalistes du peuple, vous savez quoi? Lorsque les ministres des Finances, son travail est de vérifier la conformité des choses, du projet, l'intéressement, l'importance et ainsi de suite, lorsqu'ils décaissent sous la supervision, sur le contrôle, a priori, concomitamment, a posteriori de l'IGF. Donc, du moment que la somme quitte de main du ministre des Finances, ça va au destinataire. À celui qui doit exécuter. Celui-là qui doit exécuter le projet. C'est-à-dire le ministre du Développement rural. C'est lui la personne indiquée, Monsieur Isaac, c'est le ministre et toute son équipe, ministre du Développement rural, qui doit vous donner la géolocalisation de tout ce forage. Ce n'est pas le ministre. Pourquoi vous accusez Monsieur le ministre des Finances? Du moment que lui a travaillé sous le contrôle de ce grand monsieur qui est à Linguetier et tout son service. Je m'aurais posé la question, très chers Congolais. Aimez et partagez nos vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. En quoi et pourquoi et sur quel plan le ministre des Finances doit être accusé sur un projet où il a déjà décaissé? Très bien. Deux petites questions. On va terminer avec l'émission. Lorsque vous suivez les critiques sur le plateau des télévisions, souvent ce sont les journalistes ou les communicateurs proches de l'IGF, d'Alingueti. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'Alingueti se reproche d'avoir manqué à ses responsabilités? Vous savez, j'ai toujours défendu le travail de l'IGF. Et je le ferai toujours. Et là, vous avez du mal à le défendre. Non, non, je le ferai toujours. Parce qu'il y a une responsabilité de contrôle. Vous avez cité ici contrôle a priori, concomitamment et a posteriori. Rationalité et bon sens obligent. Très bien. Quel est le travail qui est parfait? Je n'aimerais pas accuser l'IGF de tout le nom ici. Mais moi, je pense que cette affaire, nous devons le mettre dans l'imperfection du travail de l'IGF. Très bien. C'est-à-dire, l'IGF a tout simplement fait quelque chose ou bien a procédé de la manière où elle ne devait manqué pas. à ses responsabilités, ça il faut le dire. Exactement. Donc, nous mettons cela dans les sacs de l'imperfection de l'œuvre humaine de l'IGF. Mais sinon, M. Nicolas Kazadi a fait son travail concernant la géolocalisation, concernant les lampadaires et ainsi de suite. Oui ou non, au niveau des lampadaires aussi, de ce projet, il a eu à décaisser 13 millions. Et quand il décaisse 13 millions, c'est pour l'intérêt de qui? Des Quinois et Quinoises, des Congolais de manière générale. Éclairer nos grandes artères, éclairer Kinshasa. Vous pensez qu'éclairer Kinshasa n'est pas une priorité, alors que tout le jour on pleure par rapport au Kuluna. Qu'est-ce qui chasse l'insécurité? C'est aussi l'éclairage public. Maintenant, on nous dit ceci, que les prestataires, je ne sais pas, a déjà ramené la marchandise, c'est-à-dire les lampadaires, près de 3000, qui moisit. Où? Au port
pas d'Anvers, pas de Mombasa, mais de Matadi. Que l'on puisse exonérer ces produits pour l'entrée en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là aussi une malhonnêteté? S'il vous plaît, c'est une malhonnêteté si tel est le cas. Parce que on doit rappeler que le ministre a refusé que l'on puisse exonérer. Exactement. Donc vous comprenez qu'il est déjà dans la bonne gestion. Lorsqu'on vous décaisse 13 millions, monsieur, vous allez entendre encore que vous puissiez vous exonérer. On vous donne la main, vous voulez prendre les bras plutôt. Donc c'est pour vous dire tout simplement que Nicolas Kazadi n'est pas un saint, une fois encore de plus. Mais sur ces dossiers... Sur ces dossiers, les Congolais, les communicateurs pour terminer, les journalistes que vous avez tenté de citer là, devons les regarder avec 4 yeux. Merci. Parce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Les cartons tricolores, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous rappelle que le vert signifie excellent. Lorsque vous brandissez le rouge, ça signifie médiocre. Et la cote moyenne, c'est avec le jaune. Nous commençons avec les élections au niveau de l'APK, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La manière dont les choses se sont déroulées. Quel carton brandissez-vous face à ces déroulements? Vous donnez les jaunes. La moyenne. Jésus Noël Tchéké qui arrive à rafler 20 voix et peut-être qu'il va se lancer dans une procédure judiciaire pour essayer d'obtenir l'annulation de ces élections. Quel carton donnez-vous à cet homme politique? Le vert. Monsieur Nicolas Kazadi a décaissé en procédure d'urgence plus de 80 millions de dollars dans le dossier de forage. Il s'explique, il se justifie. Quel est le carton que vous brandissez face à cet homme politique? Pourquoi les jaunes? Pourquoi les jaunes? Parce que la procédure d'urgence n'est pas la procédure parfaite de gestion. Mais seulement, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas refuté par les textes de notre République. Donc, il en a le droit. Seulement, il faudrait essayer à l'avenir de réduire encore la procédure d'urgence. Jusqu'à-là, c'est à 11% sur 100% de la dépense publique. Je ne vois pas pourquoi les Congolais vont tirer sur Nicolas Kazadi. Non, pas du tout. Et la toute dernière question, et vous allez brandir seulement les cartons sans réaction. Monsieur Gilles Alinguetti a travaillé en faisant les contrôles a priori, concomitamment et a posteriori. Dans ces dossiers, quel est le carton que vous brandissez pour le travail de l'UGF? Oui. Merci beaucoup pour votre présence, messieurs. On vous appelle de la rationalité et du bon sens, José Kanik. C'est moi qui vous remercie et j'ai été honoré. Merci beaucoup. Si vous vous accordez 30 secondes. J'ai dit tout simplement que au niveau du Haut-Katanga, chers députés provinciaux, le seul candidat compétent, c'est tout simplement Maître Justin Ila Ngoy pour un nouveau Katanga renouvelé et surtout la gestion efficace. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, à vous tous qui attendez l'émission des élites, l'émission de la grandeur de la République démocratique du Congo, devant les Congolais avec les journalistes du peuple, Isaac Mutombo. Voilà la crème qu'on vous amène chaque jour. Merci à mon équipe technique. Derrière le caméra, il y avait Plamedi Tondo. Merci beaucoup à Demise Vouemba. J'ai vu l'oiseau là à la fin de l'émission. Merci. Merci beaucoup à Montréal, le Réal Pams Bienga, digne fils d'Afrique. Toujours là. Merci, Ebaye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali l'issue à peuple. Au ministre soit armé, au ministre pas l'institution et à pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qui ne sache bien que le café on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église, akoko c'est la mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Innocents dans ce pays.
Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Je vais pas interpeller au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Comprendre que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Les communes à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti toza na mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Navengi bino na liberté comme on ngai Alexis. Tovengi bino na commune ya Matete.